Dis donc, Jamy, t'es sûr qu'on peut trouver de l'or dans ta rivière? Évidemment, c'est écrit dans le guide. Alors, remarque, si tout le monde a acheté le guide, ouais, bah on n'en trouvera jamais autant que les chercheurs d'or en Californie, hein. C'était quand déjà l'arrivée vers l'or? Bon, au milieu du 19e siècle. Ah ouais. Dis-moi, Jamy, tu m'as donné une idée. Ah bon? Bouge pas, je file. Bah c'est ça, filons. C'est ici, dans ces paysages grandioses de la Californie, que nous emmène notre aventure. L'histoire commence en 1848, lorsqu'on découvre dans les rivières du Far West américain les premières pépites d'or. La Californie devient le nouvel Eldorado. Les chercheurs d'or du monde entier s'y précipitent, parmi lesquels des milliers de Français. Mais pour eux et pour Fred, l'aventure commence à Paris. Loterie des lingots d'or. Alors, on veut tenter sa chance. Et l'Amérique, ça fait rêver, non? Allez, je vous en prends un. Excusez-moi, messieurs. C'est quoi vos billets de loterie, là? Ça, c'est mon passeport pour l'Amérique. Avec un peu de chance, je mets les voiles aux frais de Louis-Napoléon Bonaparte. Messieurs, bien le bonjour. Un billet, l'ami? Bah, on peut voir, hein. Ah, allez. Merci. C'est marrant, mais moi, j'y crois pas trop à leur loterie. T'as raison, Fred. C'est même une escroquerie. Vous allez comprendre. Lorsque le monde entier apprend qu'il y a de l'or en Californie, le moral des Français est au plus bas. En effet, une grave crise économique frappe le pays. Le chômage augmente et la misère se répand. Bref, tout cela va déboucher sur la révolution de 1848 qui met fin au régime monarchique de Louis-Philippe. La Deuxième République prend alors le relais. Mais elle ne parvient pas à résoudre cette crise. Les émeutes se succèdent et les ouvriers dressent des barricades dans Paris. Ça chauffe. Ces émeutes sont violemment réprimées par la garde nationale qui, malheureusement, tue 1500 personnes. Pour tous ces insurgés et ces déçus de la République, la Californie devient alors l'espoir d'une vie meilleure. Beaucoup rêvent d'aller s'y installer. Pour calmer les esprits, le gouvernement, présidé par Louis-Napoléon Bonaparte, a alors une idée. Une loterie. La loterie des lingots d'or. Il suffit d'acheter un billet pour avoir la chance de gagner un lingot. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas tout. Les bénéfices de cette loterie doivent permettre d'offrir le voyage vers la Californie aux Français les plus pauvres. La loterie va faire un véritable tabac. Les billets s'arrachent. Seulement voilà, c'est une arnaque. Une machination montée de toutes pièces par le gouvernement, car non seulement une partie des bénéfices est détournée, mais en plus, les candidats au départ à qui on offre le voyage vers la Californie sont choisis non pas parmi les Français les plus pauvres, mais parmi les opposants politiques. Vous l'avez compris, il s'agit pour le gouvernement de se débarrasser des insurgés les plus menaçants. La loterie des lingots d'or va donc finir en scandale politico-financier. Ah, le rêve de l'or californien. Avec ou sans billet de loterie, beaucoup n'y résisteront pas. De toute l'Europe, les Français sont les plus nombreux à partir. 30 000. 30 000 Français embarquent pour l'aventure. Les compagnies d'immigration profitent de l'occasion pour offrir leurs services. Certaines sont des arnaques aussi. Elles n'hésitent pas à offrir le voyage en échange d'une part des richesses que leurs clients trouveront en Californie. Au début de la ruée, les femmes restent à quai. Ce sont les hommes qui partent à l'aventure, en espérant revenir les poches cousues d'or. Eh, monsieur, attendez-moi, je voulais vous dire, cette loterie, c'est une arnaque. Comment? Mais Ah oui mon Vous voyage. inquiétez pas, si vous voulez, je vous offre le billet pour l'Amérique. Quoi, vous pourriez? Bah oui, j'ai ma carte de crédit. Lambert, moi c'est Fred. Oh Fred, t'es un frère. Une providence, mais t'inquiète pas, hein. Avec tout l'or qu'on va ramasser, je te rembourserai au centuple. Allez, après vous, Milord. Eh, mais tu crois qu'on peut en trouver autant que ça, de l'or? Pour sûr.
Il y en a des montagnes, je te dis. Il paraît même que l'air est tellement chargé qu'il faut se mettre un foulard sur le visage pour pas en respirer. À ce point-là. Ah ouais, et pour payer un verre à un collègue, il n'y a qu'à secouer le chapeau sur le zinc. Quelle aventure. Allez, bonne chance les gars. Mais je vous préviens, le voyage va être long. Les Français en quête de l'Eldorado embarquent le plus souvent au Havre. Il leur faut d'abord traverser l'Atlantique pour se rendre à New York. Et c'est pas fini. Une fois à New York, certains choisissent de faire le grand tour par le sud. C'est la route la plus longue, mais aussi la moins chère. Entassés comme du bétail sur les ponts du navire, les passagers doivent affronter les tempêtes du Cap Horn et les maladies comme le scorbut. Il leur faut au moins 6 mois pour rejoindre San Francisco. Pour les plus pressés, enfin, façon de parler, il existe un raccourci par l'isthme de Panama. Mais il faut débarquer sur la côte atlantique et traverser la jungle en pirogue pour rejoindre le Pacifique. Pas simple. Ceux qui échappent à la malaria doivent encore trouver un bateau pour finir le voyage. Enfin, certains tentent de rejoindre la Californie par la piste en traversant des terres encore inexplorées. Pour faire face aux dangers de l'inconnu, on forme de grands convois de chariots. Le rassemblement et le départ ont lieu à Indépendance, une petite ville à l'ouest de New York. C'est là que Fred et son ami Lambert ont décidé de se rendre en espérant y trouver un convoi en partance pour la Californie. T'as une moustache maintenant? Ah bah ils en ont tous ici, alors je m'en suis acheté une paire. Ils vont bien, non? Ouais, c'est bien. T'as vu? Ah non, c'est pas possible, on peut pas traverser le pays dans cette carriole. Quoi? Ah bah non, Fred, on va se faire repérer, là. Ouais, t'es difficile, un chariot, c'est un chariot, regarde. Il a 4 roues comme les autres, celui-là, hein. Je peux vous aider, messieurs? Non, t'as raison, on va trouver autre chose. Viens, je te paye un verre au saloon, Lambert. Jack, my name is Jack. Pourquoi? Ah, ils s'appellent tous Jack ici. Ah bon? Je crois que l'Amérique des cow-boys lui monte un peu à la tête à ton Lambert. C'est bon? Dis-moi, Fred, on va quand même pas faire tout le chemin en poussant une brouette. Non, 3500 kilomètres, ça fait une trotte. Bah, je sais bien, il va falloir trouver une solution. Désolé de vous importuner. J'ai entendu que vous vouliez vous rendre en Californie le plus rapidement possible. Bah ouais. Je me présente, Leonardo. Bonjour, Leonardo. Enchanté. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un avion de chasse? Non. Regardez-moi ça. Un chariot à vent. Un voile. Et avec ça, vous traversez les grandes plaines à 25 km/h. Ça coûte combien, le voyage? Pour deux? Vous faire un prix d'amis. 50 $. Et nourriture et vin compris. Non mais, c'est une blague ou quoi? Pas du tout, Fred. C'est historique. Les immigrants étaient tellement pressés de rejoindre la Californie et la pénurie de chariots était telle que des prospecteurs pas très honnêtes essayaient de leur vendre des moyens de transport, disons, un peu fantaisistes, genre le chariot à voile ou encore le flying ship, un dirigeable propulsé par un moteur à vapeur capable, soi-disant, d'atteindre 100 km/h et avec lequel on aurait pu rejoindre la côte ouest en 3 jours seulement. Tentant, hein? Cela dit, ne vous faites aucune illusion, ce genre d'engin n'a jamais décollé. Alors un petit conseil, Fred, suis une autre piste. Enfin, je veux dire, fais comme tout le monde, prends la piste. Bon, bah, on va voir ça, monsieur Leonardo. Leonardo. Avis aux amateurs, vous formez un convoi pour la Californie, départ demain à l'aube. Ça intéresse quelqu'un? Faut voir, vous connaissez la route? Vaguement. À partir de là, c'est le grand saut dans l'inconnu. Il nous faut d'abord franchir les Grandes Plaines. Ça, c'est le territoire des Indiens. Ensuite,
Nous franchirons les Rocheuses par le col de South Pass. Puis nous attaquerons les hautes montagnes jusqu'à Fort Hall. Puis le désert du Grand Lac Salé. Ensuite, nous traverserons cette piste à travers le désert de 40 Miles. À partir de là, ceux qui ne seront pas morts de soif, ou d'épuisement, ou des deux, continueront leur route en franchissant la Sierra Nevada jusqu'à la Californie. Sacramento. Il faut compter 4 ou 5 mois pour parcourir les 3500 km qui mènent à Sacramento, en Californie. Pour franchir ce territoire semé d'embûches, il est préférable de ne pas voyager seul. C'est donc ici, dans la ville d'Indépendance, à l'ouest de New York, que se forment la plupart des convois. Alors ces convois se composent en général d'une centaine de chariots dans lesquels on a entassé le matériel, les provisions et les passagers. Très souvent, au départ d'Indépendance, ces chariots débordent également de tables et d'armoires, le mobilier que les immigrants n'ont pas voulu abandonner en Europe. Pour la petite histoire, sachez que tous ces meubles arrivent très rarement à bon port. En effet, dès qu'il faut franchir une rivière, eh bien, il faut alléger les chariots. Par conséquent, ce sont les meubles qu'on décharge les premiers et qu'on ne recharge pas. Ainsi, la piste de Californie va se transformer en une véritable brocante. Au départ d'Indépendance, il y a également ceux qui vraiment ne roulent pas sur l'or. Enfin, je veux dire, qui n'ont pas les moyens de se payer un bœuf ou un cheval, car un bon attelage, à l'époque, ça coûte cher. Et bien qu'à cela ne tienne, ceux-là aussi se regroupent à Indépendance et prennent la piste en poussant leurs chariots ou même leurs brouettes, dans lesquelles ils ont mis juste le nécessaire, le minimum vital. Fallait quand même y croire à cet Eldorado. Plus vite, il est malin lui, hein. J'ai que 2 bêtes, moi. Bah ouais, c'est une 2 chevaux. Hein. Non mais, à mon avis, on est trop chargé. T'as vu, tu ramasses tout ce que les autres abandonnent sur la piste. On a déjà ramassé une comptoise, 2 fauteuils. Attends, faut s'arrêter. Attends, c'est du neuf, hein. Ça vaut de l'or sur les grands boulevards. Et puis, ça peut toujours servir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on est rentré en terra incognita. Terra incognita. Ouais, ah pardon, terre inconnue. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des Indiens partout. Allez, allez, ne traînez pas. Les routes ne sont pas sûres. Et une grande partie du territoire est encore mal connue, car la conquête de l'Ouest vient à peine de commencer. Et le drapeau américain n'a pas encore autant d'étoiles qu'aujourd'hui. En 1783, au moment de leur indépendance, les États-Unis ne comptent qu'une dizaine d'États situés sur la côte Est, et un peu plus de 2 millions d'habitants. C'est grâce à Bonaparte que les États-Unis commencent vraiment à s'agrandir. Pourquoi Bonaparte, me direz-vous? Parce que c'est lui qui, en 1803, décide de vendre aux Américains la Louisiane, qui appartient alors à la France. Le territoire est immense, mais les Français ne sont pas fâchés d'abandonner pour une poignée de dollars ces terres arides, occupées par des tribus indiennes qui chassent le bison, et par quelques trappeurs venus d'Europe. Ces trappeurs ont développé le commerce des fourrures avec les Indiens, mais la France s'y intéresse bien peu. Ce sont pourtant eux qui vont explorer de nouvelles routes vers l'ouest, préparant ainsi l'arrivée des premières familles de colons. En 1843, des milliers d'agriculteurs américains partent à la conquête de nouvelles terres. C'est la Grande Migration. Ils s'installent au Texas qui entre dans l'Union américaine en 1845. Ils y développent l'élevage dans d'immenses ranchs qui feront la fortune de certaines familles. Puis 1 an plus tard, c'est l'Oregon qui commence à être colonisé. La barrière des Rocheuses est franchie et les États-Unis s'étendent désormais de l'Atlantique au Pacifique. La Californie, quant à elle, vient tout juste d'être cédée par le Mexique, lorsqu'on y trouve les premières pépites et que la ruée vers l'or commence. Nous sommes en 1848, tout le Far West est désormais américain. Il ne reste plus qu'à le coloniser. Quand je pense que tout ce territoire appartenait à la France. T'as raison. C'est vrai, il a fait n'importe quoi, l'empereur. Bon, bah, je crois qu'on n'est pas prêt de rattraper le convoi. Hein. Je commence à avoir les crocs, moi.
Et si on se posait un petit bivouac ici? Ah, bijou, là. Je ne sais pas si c'est très prudent, Fred. Désormais, nous sommes en territoire indien. Ici vivent les Sioux, les Blackfeet et les Cheyennes. On raconte les pires histoires à leur sujet. On dit qu'ils auraient massacré des expéditions entières de visages pâles. Ça fait peur, mais malgré tout, je crois que j'aimerais bien les rencontrer. Fred. Fred. Fred, réveille-toi, on a de la route à faire. Le convoi est loin, hein. J'ai peur qu'on la fasse seule. Il y a le muet qui arrive. Une pipe. T'as vu ça? Il est même pas mort. Ça lui fait pas mal? Ah bah si, quand il rigole. Ça te fait rire? Mais non, il a un gilet pare-flèche. Un gilet pare-flèche? Oui, une planche devant, une planche derrière qui tient par des bretelles. Il y a les Sioux qui arrivent. Les Sioux! Les Sioux? Ah, alors on prend un café, on y va vite, hein. On y va. Qu'est-ce que c'est? Oh, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, café? Pas de panique, Fred, hein. Faut pas croire tout ce qu'on voit dans les westerns. C'est vrai que les westerns américains ne nous ont pas donné une image très pacifique des Indiens. On les a souvent montrés comme des tribus belliqueuses prêtes à foncer sur leur proie quand ces paisibles convois traversaient leurs prairies. L'image de ces Indiens sanguinaires qui attaquent des convois de colons pour les trucider est en fait un cliché, véhiculé à l'origine par les livres d'histoire américains et repris ensuite par le cinéma hollywoodien pour justifier les guerres qui ont été menées contre les Indiens. Évidemment, la réalité historique est différente. Au début de la ruée vers l'or, les Indiens n'ont pas d'agressivité particulière à leur égard, au contraire même. Tant que les colons se contentent de traverser les terres, ils viennent à leur rencontre pour leur échanger des peaux et de la viande de bison contre du café et de l'alcool. Souvent même, ils les aident à franchir les rivières sur des radeaux. Oh, bien sûr, tout n'a pas toujours été aussi rose. Ici ou là, les Indiens attaquent parfois des chariots isolés, mais uniquement pour s'emparer des chevaux. Bref, les relations sont plutôt du genre pacifique. Mais au début seulement, car il faut bien l'admettre, la ruée vers l'or a marqué le début des conflits entre peau-rouge et visage pâle. En effet, petit à petit, les colons vont s'approprier des terres, mettre des clôtures, décimer les troupeaux de bisons. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et puis, rassure-toi, Fred, les Sioux, contrairement aux Comanches, ont la réputation d'être pacifiques. Alors, t'es plutôt bien tombé. Ah, on a l'air malin, hein. Tout ça, ce serait pas arrivé si on avait eu une bonne carriole. Ouais, et surtout si t'avais pas joué aux antiquaires. Ouais, bon. Mais qu'est-ce qu'ils font, là? Ça fait 2 heures qu'on est là. À mon avis, ils sont en train de s'occuper de notre sort. Oh là là. J'espère qu'ils vont pas nous torturer. Oh là 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 là. Là, quelqu'un prends l'air détaché. Ouais, Fred. Bonjour, madame. C'est pour nous? C'est gentil. J'avais un petit creux à l'estomac. Visage pas à la faim. Le grand air de la prairie, peut-être. Non, ce serait plutôt les nerfs. Vous voyez, nous, on voit bien qu'on dérange. Mais vous parlez le visage pâle couramment. Bien sûr. Avec tous les colons qui passent par là. Ah, oui. Bienvenue chez les Sioux, Fred. Tu vas voir, c'est un peuple bien plus civilisé qu'on ne le dit. Un peuple? Que dis-je? Une véritable nation qui réunit de nombreuses tribus parlant la même langue, le sioux. La plus importante d'entre elles est celle des Dakota. Les Sioux règnent sur les grandes plaines, sur le domaine des bisons dont ils tirent l'essentiel de leur subsistance. Ils mangent la viande, font des vêtements avec les peaux et des outils avec les os. Ce sont de courageux chasseurs et leur vie en collectivité est parfaitement organisée. Les chefs de tribus sont élus et les décisions concernant leur peuple sont prises dans des conseils qui réunissent les représentants de chaque tribu.
Les Sioux sont aussi des nomades. Pour suivre les troupeaux de bisons, ils se déplacent sur un immense territoire qui s'étend de la frontière canadienne jusqu'au Texas. Pour eux, la terre n'appartient à personne, la propriété n'existe pas. Mais avec l'arrivée des colons, les Sioux vont devoir lutter pour leur survie. Mon nom est Sitting Bull. Veuillez accepter le calumet de la paix. Sitting Bull, Oui, Fred. Ce gars-là va devenir un grand chef Sioux. Et prends des notes, hein, car ses paroles vont faire couler beaucoup d'encre. Désolé pour l'accueil. Mais il faut bien qu'on s'amuse un peu, nous aussi. Et puis nous devons faire savoir au visage pâle que nous sommes là. Sinon, ils pourraient croire que les grandes plaines leur appartiennent. Je suis bien content de vous rencontrer, monsieur Sitting Bull. Je peux prendre quelques notes? J'ai plein de questions à vous poser. Qu'est-ce que vous leur reprochez au juste, au visage pâle? Vas-y, écris. Et dis-leur que lorsqu'ils arrivent, ils arrêtent de défricher les terres et de poser des clôtures. L'amour de la possession est une maladie chez eux. Ils revendiquent notre mère à tous, la terre, oui. Mais uniquement pour eux. Tu notes? C'est vrai que c'est pas chic, monsieur Sitting Bull, mais nous, on est juste venus en Californie pour prendre un tout petit peu d'or. Justement, vous êtes de plus en plus nombreux. L'or vous a rendu fou. Vous êtes comme un torrent de neige fondu qui détruit tout sur son passage. Vous exterminez le gibier, les bisons. Et si le bison disparaît, c'est mon peuple qui va disparaître. C'est vrai que ça, on l'apprend pas à l'école. Si j'ose me permettre, monsieur Bull, pourtant, le gouvernement vous a promis des terres dans un traité. Ah oui. Quel traité le blanc a-t-il respecté que l'homme rouge ait rompu? Aucun. Quel homme blanc peut dire que je lui ai jamais volé ses terres? Et pourtant on dit que je suis un voleur. Quelle femme blanche ai-je jamais capturée et insultée? Et pourtant on dit que je suis un mauvais Indien. Quel homme blanc m'a jamais vu soûl? Qui est jamais venu à moi affamé et reparti le ventre vide? Qui m'a jamais vu battre ma femme ou maltraiter mes enfants? Quelle loi ai-je violée? Ai-je tort d'aimer ma propre loi? Est-ce mal si je suis né là où mon père a vécu, parce que je suis prêt à mourir pour mon pays et mon peuple? Ça, c'est bien envoyé, monsieur Bull. Passez-moi le calumet de la paix avant que je m'énerve. Toute sa vie, Sitting Bull essaiera de régler de façon pacifique les conflits entre son peuple et les hommes blancs. Hélas, il n'y parviendra pas. À plusieurs reprises même, il tente de négocier des traités. Seulement, les Blancs ne les respectent jamais. Un exemple. En 1868, le traité de Fort Laramie reconnaît la souveraineté des Sioux sur la région des Black Hills, un territoire sacré où les Indiens enterrent leurs morts. Seulement voilà, quelques années plus tard, des prospecteurs y trouvent de l'or. Les colons s'y précipitent aussitôt, ce qui, bien sûr, provoque les premiers affrontements avec les Sioux. Pour ramener l'ordre dans la région, le gouvernement envoie alors le général Custer. Seulement, Custer est un impitoyable tueur d'Indiens. Plutôt que de calmer le jeu, il provoque les Indiens en envahissant et en profanant leurs terres sacrées. Pour se défendre, les Sioux vont s'associer aux Cheyennes. Et ensemble, ils vont anéantir le 7e régiment de cavalerie, celui de Custer. Et au cours de ces affrontements, Custer et ses soldats vont être tués. Pour la première fois, une poignée d'Indiens tient donc tête à l'armée américaine. À partir de là, hélas, le gouvernement américain se lance dans une guerre sans merci. Et en 1890, à Wounded Knee Creek, Sitting Bull et 300 Indiens, parmi lesquels des enfants, des femmes et des vieillards, sont exterminés. Tout cela pour venger le général Custer. Cette dramatique période des grandes guerres indiennes a duré près de 40 ans. Mais l'armée américaine, souvent mise en échec par ses habiles guerriers, a fini par l'emporter. Au terme de ces conflits, les tribus indiennes ont été littéralement décimées et les survivants ont été déportés hors de leur territoire pour être placés dans des réserves. Les Indiens ne seront reconnus citoyens américains qu'en 1924. Finalement, j'avais eu tort de craindre ces Indiens. Quel personnage, ce Sitting Bull. Bon, ma Fred, si tu veux trouver de l'or, faudrait peut-être y aller, hein. Surtout que la dernière partie du voyage n'est pas de tourpeau. Je te raconte pas. À ta place, je me zapperai directement à Sacramento. C'est plus sûr. Tu as raison, Jamy. La route est encore longue et les véritables difficultés commencent ici, au pied des Rocheuses.
une barrière montagneuse extrêmement difficile à franchir à l'époque, avec des chariots. C'est la partie la plus redoutée du voyage. À partir de là, les longs convois déjà épuisés par plus de 2000 km de pistes vont devoir s'engager dans une véritable course contre la montre. Car il faut absolument franchir les Rocheuses avant la fin de l'été, pour éviter les premières chutes de neige, sous peine d'y laisser sa peau. C'est d'ailleurs ce qui arriva aux membres de l'expédition Donner Reed, qui, surpris par la neige, moururent de froid et de faim, les uns après les autres. Pour survivre, les rescapés se livrèrent même au cannibalisme. Un cauchemar. Après les Rocheuses, une nouvelle épreuve attend les voyageurs. Le désert de sel avec la vallée de la mort. Elle porte bien son nom, celle-ci, car les convois qui n'ont pas prévu assez d'eau ou qui ont épuisé leurs réserves vont y laisser de nombreuses âmes. Et puis, il y a les épidémies comme le choléra qui tue 2000 personnes en 1850. Ainsi, beaucoup d'immigrants n'atteignent jamais Sacramento. Alors Fred, t'as eu raison de te zapper. Qu'est-ce que je fais là, moi? C'est pas Sacramento. Ben c'est peut-être ta zapette qui a pas marché. Tiens, c'est qui celui-là? Il va peut-être pouvoir me renseigner. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez me dire où se trouve Sacramento? Mais je vous connais. J'ai déjà vu votre photo dans les livres. Vous êtes... John Sutter. Johnny pour les intimes. John Sutter. Bon sang. Enchanté, moi c'est Fred. Comme vaut l'honneur. Bah, vous pouvez peut-être m'aider. Comment on s'y prend pour trouver de l'or? Ouais, je vois. Vous aussi, vous êtes venu pour ma perte. Vous voulez ma ruine? Ben, vous arrivez trop tard. Le mal est déjà fait. L'or m'a ruiné. Dressez-vous plutôt à la boutique d'à côté pour vous équiper. Et que le mal de l'or n'est pas raison de votre âme. Merci, monsieur Sutter. Bonne chance. Eh oui, Fred, avec la ruée vers l'or, cet homme va connaître un destin incroyable et entrer dans la légende. John Sutter est originaire de Suisse. Pour fuir ses créanciers, à qui il doit beaucoup d'argent, il quitte son pays pour aller s'installer en Californie en 1839. Au nord de San Francisco, il achète des terres et fonde un vaste domaine agricole qu'il appelle la Nouvelle-Helvétie. Il y emploie 1 millier de personnes, possède 12 000 têtes de bétail et 2 000 chevaux. Seulement, pour créer cet empire, il s'est encore endetté. Et pour tout dire, il est même criblé de dettes. Voilà où en est John Sutter, lorsque le 24 janvier 1848, l'un de ses ouvriers, un certain John Marshall, découvre dans un cours d'eau situé sur le domaine des pépites d'or. Il en avertit immédiatement son patron, qui lui demande de surtout garder le secret. Pour John Sutter, la découverte de cet or est en effet un cadeau du destin qui va lui permettre de régler tous ses problèmes. Mais Marshall est incapable de tenir sa langue. Et la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. D'abord en Californie, puis dans le monde entier. Vous l'avez compris, c'est le début de la ruée vers l'or. Les terres de John Sutter sont envahies par une marée humaine. Les chercheurs affluent par dizaines de milliers. Ils pillent ses récoltes, tuent son bétail pour se nourrir, saccagent ses maisons, son domaine. On va même lui contester ses titres de propriété. Oui, oui. Et en quelques mois, John Sutter est ruiné. La ruée vers l'or entraîne sa perte et il va se réfugier dans l'Oregon où il finit ses jours dans la misère. Après l'annonce de la découverte d'or en Californie, les navires arrivent par centaines dans le port de San Francisco. Les équipages abandonnent leurs navires qui finiront par pourrir dans la vase. Qu'importe, ils n'ont qu'une seule idée en tête: envahir les terres de John Sutter et faire fortune. À San Francisco, la moitié des habitants quittent la ville en toute hâte, abandonnant maison et travail pour courir chercher de l'or. Avec l'arrivée massive des immigrants, plus de 500 villages sortent de terre comme des champignons. Et c'est à cette époque que naît la ville de Sacramento, dans l'exaltation et l'enthousiasme certes, mais aussi dans une sacrée pagaille. Pour la petite histoire, on raconte même que le shérif d'un État voisin
n'a pas hésité à quitter son poste pour aller chercher de l'or. Mais comme il ne savait pas quoi faire de ses prisonniers, eh bien, il les a tout simplement emmenés avec lui. Ça faisait une main-d'œuvre bon marché. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle de ruée vers l'or? Eh ben voilà, Fred, tu as retrouvé ton chemin. Te voilà enfin arrivé à Sacramento. Alors, j'en donne un, j'en donne deux, j'en donne trois, j'en donne quatre. 4 dollars. 4 dollars les quatre. Alors, 4 dollars les quatre. Bonjour, jeune homme. Oh, mais je vous reconnais. Mais vous étiez notre chef d'expédition à Indépendance. Bah oui, j'ai quitté la piste pour faire des affaires. Avec tous les Kesquidis que j'ai ramenés jusqu'en Californie, crois-moi, il y a de quoi faire, j'ai pas à me plaindre. Les quoi? Les Kesquidis? C'est les Français qu'on appelle comme ça ici. Parce qu'ils comprennent jamais rien de ce qu'on dit. Bon, je suis venu chercher de l'or. Vous pouvez peut-être me conseiller pour l'équipement? Là, pas si vite, il faut d'abord payer une licence. Ah bon? Comme pour la pêche ou la chasse, et c'est combien? Ah bah pour les étrangers, 20 dollars par mois. 20 dollars par mois? Oh, c'est pas donné, hein. Alors on discute pas, hein. C'est la loi. Bon, bah alors, va pour les 20 dollars par mois, mais après, je fais comment pour payer l'équipement? Ben, je vais te faire crédit. Tu me rembourseras quand t'auras fait fortune. Quand t'auras trouvé de l'or. Pas mal, hein? Ah, d'accord. Pour commencer, une battée. Une battée, bah oui. Une pioche. Une pelle. Oui. Pipe. Du tabac. Un banjo. Un banjo. Un moule à gaufre. Eh ben, il y en a qui ont vraiment le sens des affaires, hein. D'ailleurs, la rue vers l'or va sûrement profiter davantage aux commerçants qu'aux chercheurs d'or eux-mêmes. En effet, tout est cher. Les marchandises et les denrées alimentaires sont tellement rares. Tenez, durant l'hiver 1849, un œuf se vend, devinez combien? 1 dollar. Une pomme de terre, 60 cents. On a même vu du sel s'échanger contre son poids en or. Le mobilier aussi est rare. Une place à une table, par exemple, se loue 10 dollars pour 6 heures. Un rocking chair, 8 dollars. Bref, on manque de tout. Alors dans ce contexte, il suffit parfois d'une idée simple pour s'enrichir. Et quand je dis une idée simple, jugez plutôt celle d'Albert Bénard, un commerçant français installé à San Francisco. Il raconte qu'un jour, alors qu'il se cure négligemment les dents devant sa boutique, un homme vient le voir et lui propose de lui acheter son cure-dent. Au début, Bénard croit à une plaisanterie. Mais non, l'homme veut vraiment lui acheter son cure-dent. Et c'est ainsi qu'Albert Bénard découvre que les cure-dents font cruellement défaut en Californie et que tout le monde se les arrache. Il écoulera très rapidement son stock en faisant de juteux bénéfices. Moins anecdotique, l'histoire de ce commerçant allemand qui a l'idée en 1853 de vendre aux chercheurs d'or un pantalon très résistant taillé dans de la toile de tente importée de France. Ce commerçant s'appelle Oscar Lévi-Strauss. Il vient d'inventer le blue jean avec lequel il fera sa fortune. C'est vrai que les premiers bénéficiaires de cette ruée vers l'or, ce sont les commerçants. Quelle aubaine! Ils doivent équiper et nourrir tous ces prospecteurs qui arrivent bien souvent sans rien. Le commerce est d'autant plus intéressant que les paiements se font directement en poudre d'or, ou encore grâce à des prêts dont les taux sont souvent prohibitifs. Bref, les commerçants s'en donnent à cœur joie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Drôle d'accueil. Je peux quand même pas m'installer n'importe où. Bien sûr que si. Tu choisis un endroit sur le cours d'eau que tu délimites avec des piquets. On appelle ça un clem. Ah bon? C'est aussi simple que ça? Bah oui, c'est aussi simple. Allez, va planter tes piquets. Bon bah, je vais m'installer là alors. C'est ça. Et surtout, t'oublies pas d'aller le déclarer à l'officier du district pour l'enregistrer. Eh oui, Fred. Il y a un minimum de règles quand même. On ne peut pas s'amuser à aller chercher des pépites sur la parcelle du voisin. Encore que certains ne se privent pas de le faire. Les rivières sont ainsi envahies par les prospecteurs. En 3 ans, on estime que plus de 200 000 chercheurs d'or sont passés par la Californie. Certains commencent aussi à prendre la pioche pour s'attaquer au flanc de la montagne, en espérant y trouver des filons et de plus grosses pépites. Mais au début, c'est la technique de la battée qui remporte le plus de succès.
Sur cet immense chantier, on croise des hommes de toute nationalité. Des Australiens, des Mexicains, des Irlandais, des Allemands, beaucoup de Chinois et un grand nombre de Français. Tous ces prospecteurs sont de vrais nomades qui vivent souvent dans des campements immondes où sévissent les épidémies. Quand ils ne trouvent pas d'or, ils vont chercher ailleurs. Certains iront jusqu'en Alaska. Alors, tu l'as trouvé ton clem? Justement, je viens de le déclarer à l'officier du district. C'est moi. En plus de la boutique. Bah, la Syrie. Et le saloon. Ah bah ça va les affaires. Ouais, je me plains pas. Et je me suis même offert une troupe de French Camp. Ça va être chaud. Je comprends. Allez, viens, je te déclare. Il a trouvé de l'or, là, qu'est-ce qu'il dit? Non, pas encore. Et le matériel, il l'a volé? Eh non, je l'ai acheté, j'ai emprunté à Joseph. Mon matériel. Eh, j'ai rien volé, les gars. On a volé la corde. Non, non, non. Pas d'accord, pas d'accord, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça pète. Oh, Fred, t'es vraiment doué pour te mettre dans le pétrin. Oh là là, comment je vais m'en sortir? J'ai jamais tenu un pistolet de ma vie, moi. Bon allez, il faut que je m'en ressaisisse. Je ne le lâche pas du regard. Je vais essayer de l'impressionner. Voilà, comme ça. Ça n'a pas l'air de marcher. Il me regarde noir. Bon, allez, faut surtout pas que je lui montre que j'ai la trouille. Ouais, je crois que ça marche. Hey, pal. You wouldn't hurt my friend down here, would you? Cowboy. Boo. Alors, Fred, ça va? Parfois, tu me fais vraiment honte, Fred. Toujours est-il que la ruée vers l'or a déversé sur la Californie les pires desperados du monde entier. La moindre insulte dégénère très vite. Les règlements de compte sont quotidiens. Le revolver du colonel Colt, le fameux 6 coups, est un moyen radical pour régler les problèmes. En fait, c'est la loi du plus fort qui règne. En effet, au tout début de la ruée, en 1848, la Californie n'a pas encore intégré officiellement les États-Unis. La loi américaine ne s'applique donc pas. Il n'y a ni police, ni juge. Alors, en attendant l'arrivée des premiers shérifs, les notables créent des milices pour chasser les voyous et les bandes organisées qui terrorisent la population et rackettent les commerçants. Et il ne faut pas tomber entre les mains de ces milices, car il n'y a pas de tribunaux non plus. Alors les lynchages sont fréquents et les jugements sont rendus sans délai par la foule qui se prononce à main levée sur le sort des accusés. En cas de crime ou de vol, c'est la pendaison. Pour les délits moins graves, c'est le fouet ou la marque au fer rouge. Dans ce monde de brutes, et en l'absence de loi, les chercheurs d'or vont quand même essayer d'imposer entre eux des règles de bonne conduite. Ils rédigent ce qu'ils appellent les 10 commandements du mineur. Tenez, je vous en lis quelques extraits, vous allez voir, ça vaut le détour. Tu ne voleras pas la pioche, ni la bâtée de ton compagnon de travail, ni ne déroberas la poussière d'or de ton compagnon de chambre. Ça va. Un autre. Tu ne te détruiras pas en étant gris ou paf ou rétamé à force de descendre des cordiaux à l'eau de vie ou des punchs au whisky. Un petit dernier pour la route. Tu respecteras ton premier amour qui attend si fidèlement ton retour. Évidemment, ils n'ont peut-être pas tous été respectés à la lettre. Mais bon, ça partait quand même d'un bon sentiment. Et puis, ce texte a finalement été officialisé en 1853 par une loi fédérale. Au fait, Fred, j'espère que ça va mieux. Hé, Fred. Jack! Bon, allez, viens, tu me payes un verre. Je te dois bien ça.
content de te voir, tu sais. Tu te souviens? T'es ma providence. Bah toi aussi, t'es ma providence, hein, Lambert. Jack, call me Jack. Excuse-moi, Jack. C'est un petit verre de vin et qu'est-ce qu'il dit? Du vin? D'où tu le sors ton vin, Joseph? La Californie. Il y a un Bordelais qui est arrivé à Los Angeles dans les années 1830 avec des vignes de chez vous. Et vous savez comment il s'appelle, ce gars-là? Non, we don't. Jean-Louis Vigne. Ça s'invente pas, ça, hein? C'est vrai, Fred. L'histoire est authentique. Avec le développement de San Francisco et de Sacramento, les Françaises commencent aussi à affluer en Californie. Elles y créent notamment de nombreuses troupes de French Cancan. Eh oui, les saloons se doivent d'offrir quelques divertissements à leur clientèle masculine. Certaines Françaises font le voyage pour rejoindre leur mari, mais le plus souvent, elles partent seules pour accéder, disons, à une vie meilleure. Toujours est-il qu'elles importent en Californie l'élégance de la mode parisienne. San Francisco est surnommé le Paris du Pacifique. Il faut dire qu'un habitant sur 3 est français. La communauté française s'illustre particulièrement dans la restauration, dans l'hôtellerie et même dans les finances. Parmi les plus célèbres banquiers, il y a les frères Lazare qui ont développé en Californie de nombreuses succursales. Les Français ont aussi leurs églises, leurs théâtres et même leur journal. Et bien entendu, l'une des activités les plus appréciées est la production de vin. Les plants de vignes du Bordelais envahissent les coteaux californiens. Il faut dire qu'à l'époque de la ruée vers l'or, on consomme en Californie jusqu'à 20 000 bouteilles par jour pour seulement 300 000 habitants. On est en Amérique ici, c'est pas les étrangers qui font la loi. Déjà que vous nous piquez tout notre or. Oui. Non mais attends, là... On va pas se laisser insulter comme ça, non? Par des blancs-becs, là? On va pas faire comme chez nous, hein? On va croire qu'il n'y a plus de liberté dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et faire payer des taxes de 20 $ pour des étrangers pour chercher de l'or, c'est pas du racisme, ça? Non? Attends. Jacques Je m'en occupe, hein. Non mais attends, Jacques. là. Lulu, quand faut y aller, faut y aller. Eh ben voilà, Fred. Tu deviens un vrai cow-boy, là. Le métier rentre. Mais doucement quand même, les gars, hein. On n'est pas dans un western. Ça coûte cher, le mobilier. Enfin, faut bien admettre que les Américains sont très racistes avec les étrangers. Non seulement ils leur font payer de lourdes taxes, mais ils n'hésitent pas non plus à employer la force pour les exclure des filons les plus rentables. Les Mexicains et les Chinois subissent les pires brimades quand ils ne sont pas tout simplement lynchés. En effet, ils ont la réputation d'être de redoutables prospecteurs qui trouvent de l'or même là où les autres n'en ont pas trouvé. Alors forcément, on les jalouse. Les Français n'échappent pas au racisme américain. Une banale bagarre de saloon a même failli se transformer en affrontement généralisé. Car les chercheurs d'or français sont nombreux, et à la moindre agression envers l'un d'eux, ils se montrent très solidaires. Ils se regroupent et s'organisent quasiment en armée pour se défendre contre les agressions des autres prospecteurs. Dans cette banale affaire, il faudra l'intervention du consul de France pour ramener la communauté française à la raison. On est passé tout près d'une guerre civile. Hé, on n'est pas bien, là? À l'air libre? À courir après la fortune? Oh, j'ai un mal de tête, moi. Remarque, t'as raison, ouais. C'est plus calme qu'au saloon. C'est le Joseph qui a dû s'arracher les cheveux ce matin. Le Joseph, il est plein aux as. Alors il s'en remettra, va, t'inquiète pas. Bah moi, c'est pas ici que je vais faire fortune. Hein. Alors si je peux me permettre, tu t'en sers pas bien de ta tabaté, là. Applique le principe de la décédence. C'est comment déjà? De la densité. Ah bon, bah explique-lui alors. Bon, écoute-moi bien, mon garçon. D'abord, tu mets un peu de sable et de limon dans ta battée. Ensuite, tu la remplis d'eau. Tu fais tourner lentement de manière à évacuer les boues et les matériaux légers. Bah oui, et alors? C'est pas facile comme garçon, hein? Eh ben alors, les pépites, tu les retrouves au fond. L'or pèse 20 fois le poids de l'eau, 15 fois le poids du sable. Alors, tes pépites, elles sont au fond de ta battée. Mais faut être patient. Tu vois, c'est tout un art. Eh, vous n'auriez pas une technique un peu plus rapide? Si, justement. Un procédé à base de mercure. Mais j'y réfléchis. Le mercure? C'est pas très écologique, ça. C'est pas... Quoi? Enfin, je veux dire, ça peut détruire la nature. Attends, faut savoir ce qu'on veut, là, on cherche de l'or.
Protège pas la nature. Tiens, regarde. Tu vois ça? Eh ben, c'en est pas, ça. L'usage de la bâtée et des autres techniques artisanales utilisées par les premiers chercheurs d'or ne va pas durer bien longtemps. En effet, très vite, on s'aperçoit que les petites pépites d'or trouvées dans la rivière proviennent en fait de filons nichés dans la roche. On commence alors à creuser des galeries dans la montagne. C'est le début de l'extraction minière, l'époque où de grandes compagnies succèdent aux petits chercheurs d'or. Tenez, dès 1854, des ingénieurs français ont même l'idée d'attaquer la Sierra Nevada avec des canons à eau. Chaque jour, près de 50 000 tonnes de roches sont arrachées à la montagne. Évidemment, le paysage va en sortir définitivement marqué. En effet, le temps des petits chercheurs d'or va bien vite prendre fin pour faire place à la création de grosses compagnies qui vont investir dans des techniques industrielles d'extraction. On a compris que l'or se trouvait plus à l'intérieur de la roche que dans les rivières. Alors on creuse des galeries d'où l'on extrait des quantités phénoménales de minerais. Il faut souvent descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur pour trouver les meilleurs filons. Les petits chercheurs d'or se mettent au service de grandes compagnies minières qui, à partir des années 1860, font venir leur main-d'œuvre d'Europe. On est entré dans l'ère industrielle. Il n'y a plus que les pépites à récupérer, tu vois? Oui, mais d'après mes calculs... Ah, il n'y a plus que les pépites à récupérer. Oui, mais d'après mes calculs... Il n'y a plus que les j'y pépites crois à pas. récupérer. Eh les gars, Si on... eh oh, D'après mes- eh, c'est lourd comme un boulet de canon ce truc-là. Nom de Dieu! C'est pas possible! Si. T'as touché le gros lot, frère! Regarde ça. C'est de l'or! Sûr. Ton boulet, on va le faire péter à la tronche de Joseph. Oh, ouais. Bonne idée. Tu vois, Fred, ça méritait le voyage. À cette époque, on disait qu'il suffisait de gratter un morceau de roche avec un couteau pour en extraire une belle pépite, et qu'un mineur pouvait s'enrichir en une semaine. Tous n'ont certainement pas eu cette chance. Voici la plus grosse pépite de Californie. Elle pèse 97 kilos. Elle a été trouvée en 1854 dans un filon de la Morgan Mine, l'une des mines les plus rentables de la région. En une dizaine d'années, on extrait 800 tonnes d'or des montagnes californiennes. Mais très vite, la production s'épuise. Les chercheurs d'or partent chercher fortune plus au nord, vers le Canada. Ils abandonnent les villages qui se vident aussi vite qu'ils se sont construits. En 1870, une nouvelle ruée vers l'or commence au Klondike. Mais ça, c'est une autre aventure. Salut la compagnie! C'est ma tournée! Ce soir en Reims, tournée générale! Et une bouteille pour moi, une! Alors, mes mignons, on est riches? Ben, c'est le grand rendez-vous, messieurs, aujourd'hui. Quel rendez-vous? Ben, rendez-vous avec moi. Faudrait pas oublier nos comptes. Hein? Bon. Alors... à raison de 50% d'intérêt sur tous vos prêts, je vous en offre une moitié. Oh, t'es une crapule, Joseph, mais c'est d'accord. Allez, fais briller la monnaie. À 16 $ l'once. J'espère qu'il a la pointe. Ouais, j'espère. Avec la gaine que vous avez, vous devriez passer à la table de jeu. T'as raison, Lulu. On va tout faire péter, la banque et le bastringue. Oui, c'est ça. Faites tout péter. Faites tout péter. Ouh là 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 là. Oh, je crains le pire. Attention, Fred. Méfie-toi. D'après mes recherches et celles des historiens, on ne connaît pas de chercheur d'or qui ait vraiment fait fortune. Et pour cause, chaque fois qu'il trouvait un petit peu d'or, il le dépensait immédiatement au saloon, autour de la table de jeu. Non, non, crois-moi. Les seuls qui aient réellement fait fortune au moment de la ruée vers l'or, ce sont les commerçants. 3 dames dans mon jeu. 3 dames. Je demande 2 cartes pour tirer la dame de cœur et me vient le roi de pique. Quel digne, non? Eh, tu sais, faut pas croire au hasard. Et puis ta dame de cœur, tu la rencontreras. Tu seras peut-être pas dans un saloon d'ailleurs. Comment tu fais pour avoir toujours la morale? Bah l'aventure continue. Et puis il y a forcément de l'or qui nous attend quelque part. Bah t'es bon, ouais. T'as vu comment on est? On a même plus un sou pour se payer un verre. Qu'est-ce que je disais? Ils ont tout perdu. Ça s'appelle finir à l'ouest.
Sioux.